Bon, vous êtes donc nos nouveaux frères. C'est bien cela. Ça fait un peu chier, mais bon, hein, on n'a pas le choix, on va faire avec. Ouais, je vois le genre. Donc, c'est quoi votre activité principale? Qu'est-ce que tu veux dire? Il s'avère qu'on a un créateur qui s'est dit que ce serait une bonne idée de nous rendre reconnaissables à travers un trait de caractère exagérément prédominant. J'aime les poèmes japonais bien écrits et les esprits aiguisés. Les ignorants et les bonnets me laissent complètement froid. Donc on a un poète et... Moi, ce que j'aime, c'est les vieux objets. Surtout quand ils sont pas à moi. Enfin, pas encore. Et un kleptomane. Non, t'y es pas, trop Luc. Je suis un cambrioleur, et le meilleur, donc montre-moi un peu plus de respect. Bon, j'ose au moins espérer que vous êtes au point sur les connaissances historiques. Évidemment, on ne serait pas là autrement. Parfait, bon les gars, en piste. Pinky, Raspberry, profitez-en, c'est votre jour de congé. Aujourd'hui dans cette japanologie, on parle de l'ère Kofun. Bon, en vérité, je vais volontairement ne pas vous parler de la monnaie durant Kofun, tout simplement parce que ce n'est pas nécessaire et que je n'ai pas envie de partir dans tous les sens, je garde ça pour plus tard. Mais également, il va falloir que je revienne rapidement sur quelques points concernant Yayoi. J'ai pas tout abordé durant la vidéo précédente et il y a des points essentiels à comprendre pour bien saisir les particularités de Kofun. Déjà en train de faire des erratums? Je vais essayer de résumer ça de la manière la plus simple possible. Vers le Yayoi moyen, dans beaucoup de régions, on assiste à une désertification des sites d'habitat groupés. Faut se dire qu'on parle d'un intervalle de temps très restreint, d'une cinquantaine d'années. Mais en parallèle, dans les régions à très fort développement économique, donc les grands producteurs de la région dite du Kinai, on assiste à une métallisation de l'outillage, celle que j'ai évoquée brièvement dans mon autre vidéo. Ce qu'il faut donc retenir, c'est qu'une région, celle du Kinai, réussit plus que les autres à imposer sa puissance par la production agricole, réussit à moderniser son outillage et à vendre ses excédents. Le Kinai domine économiquement le reste de l'archipel. C'est important parce que c'est dans les zones très développées économiquement qu'on retrouve les chefs les plus importants. Et qu'est-ce qu'ils veulent, les chefs importants? Se sentir importants, bravo. Mais on n'a rien dit. C'est donc à la fin du Yayoi moyen qu'on voit apparaître les premières traces de Kofun. On y reviendra plus tard, mais c'est pas parce qu'une ère est titrée comme l'ère typique d'un mouvement que ce mouvement y est forcément né. Bref, je vous ai volontairement pas parlé de Himiko dans ma vidéo précédente. Belle manière de justifier ton incompétence. Tu as juste oublié de parler d'elle, n'est-ce pas? Mais je viens de dire que c'était volontaire, je voulais me concentrer sur l'aspect matériel et sur la symbolique des traces retrouvées et pas sur les actes. Eh bien laisse-moi te dire que tu as fait une erreur monumentale. Maintenant, laissez-moi vous parler de Himiko. Celle que l'on appelle aujourd'hui Himiko était à la fin de l'ère Yayoi, la femme qui dirigeait les Yamatai, dans la région du Yamato ou au nord de Kyushu, selon les écrits. Elle est entrée en contact avec l'Empire chinois, celui des Wei à son époque, et a prêté allégeance à la Chine. Elle a reçu 50 000 heures de bronze et un sceau de suzeraineté en or, preuve de sa soumission à l'Empire. Elle et son pays n'étaient plus de simples barbares aux yeux des Wei, mais disons des gentils barbares, bien dociles et un peu plus propres que les autres. Aujourd'hui, Himiko est supposément enterrée dans le Kofun de Hashiraka, et l'existence de Himiko dans les écrits chinois prouve plusieurs points. L'existence d'une famille dominante au Japon durant l'ère Yayoi, mais aussi que les Kofun sont arrivés avant l'ère Kofun au Japon. C'est bon, je peux continuer? Mais je t'en prie, rattrape-toi. Donc, Clive va tout expliquer, la reine Himiko est une synthèse de ce qu'il faut retenir avant de passer à Kofun. Tout d'abord, le développement de la classe dominante. Qu'est-ce qu'on est riche alors? Ensuite, le développement des Kofun à la fin de l'ère Yayoi prouvait que même si les gens ont déserté les habitations groupées, ils étaient présents tout de même, parce qu'un Kofun, on y reviendra, ça demande les efforts de beaucoup de gens, donc désertion des habitats groupés, mais dispersion des gens. Ils étaient toujours en contact, mais dispersés, c'est pour ça qu'on retrouvait pas de traces d'eux. Bref, on va pouvoir passer au sujet de la vidéo. Globalement, Kofun, c'est une ère très courte, mais également très riche en révolution technologique et en structuration du pouvoir politique. Pour l'aspect technologique, l'outillage métallisé, c'est un bon début, mais il faut aussi parler de ce qui donne son nom à l'ère dont il est question. Un Kofun, comme dit dans la vidéo précédente, c'est une grosse tombe. Et quand je dis une grosse tombe, je pense à putain, elle est joliment formée cette colline de plusieurs dizaines de mètres de haut. Clive va parler du Kofun de Hashiraka plutôt. Ce qu'il vous a pas dit, c'est ce Kofun fait 280 mètres de long, 30 mètres de haut et est en forme de trou de serrure. C'est tout simplement pharaonique. C'est simple, avant qu'on les découvre, pour les plus gros, on n'avait tout simplement pas conscience qu'on se trouvait sur une tombe, car avec le temps, la nature a fini par reprendre ses droits sur le Kofun, et au final ça finit par ressembler à une colline. C'est d'un avion qu'on peut réellement voir la démarcation claire, car un tel déplacement de terre, ça finit par laisser des traces. Il y a plusieurs types de Kofun, mais le plus connu est celui que l'on appelle le Zenpo Koenfun, celui en forme de trou de serrure. Il y avait d'autres formes plus tard, mais quand on pense Kofun, on pense au Zenpo Koenfun. Et à l'intérieur d'un Kofun, c'est plein de petits cadeaux. Ouais, et j'imagine que tu vas en parler. Fais place. Donc, un Zenpo Koenfun. C'est composé d'une chambre funéraire et d'une voie d'accès principale. La voie d'accès, c'est le trapèze, et la chambre funéraire, c'est la partie ronde.
Et ce qui nous intéresse ici, c'est ce qu'on trouve dans et sur les Kofun. Sur les Kofun, on peut trouver des Haniwa. C'est des petites statuettes humanoïdes qui ont inspiré les Jiroi d'Animal Crossing. Alors les gens font des théories comme quoi ça a pour objectif d'accompagner l'âme du défunt, mais vous savez, hein, les théories de « Ah, c'est un objet rituel parce qu'on n'a pas la moindre idée de ce à quoi ça peut servir, hein. » Bah c'est peut-être vrai, ou peut-être pas. Bref. On trouve aussi des Haniwa en forme d'animaux, mais j'aime moins ça ce qu'on trouve à l'intérieur des Kofun. Dans la voie d'accès principale, on trouve des miroirs de bronze disposés tout le long. Il suffit de se pencher pour en ramasser. C'est bien ça. En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que ces tombes étaient énormes car elles étaient conçues pour servir de faire valoir à l'importance des gens qu'on y enterrait. Ce mouvement de gigantisme funéraire est né de la volonté des classes dominantes de faire ressentir leur prestige, et au vu du nombre d'objets funéraires dans les Kofun, on comprend que c'était pas n'importe qui y était enterré. Le fait étant que plus on avance dans le temps, plus le nombre de Kofun explose. Pour faire simple, au début, les Kofun étaient vraiment l'apanage des nobles très importants, puis les chefs un peu moins importants ont commencé à vouloir leurs Kofun, puis les chefs carrément moins importants. On estime que 70% des Kofun répertoriés ont été érigés au 6e siècle, donc à la fin de l'ère Kofun, mais que leur taille était bien moins significative que ceux qui ont été érigés au début de l'ère. Bah oui, ces petits Kofun étaient ceux de chefs mineurs qui n'avaient donc que bien peu de moyens. Finalement, il était vraiment question d'une dynamique de « moi je veux faire comme papa » avec un petit atelier en bois équipé pour les 3 à 6 ans. Ça prenait tellement d'importance que plus on avance dans le temps, plus on constate un changement du mobilier funéraire retrouvé dans les Kofun. Les miroirs en bronze étant remplacés par des objets précieux ou des armes en bronze, puis par rien du tout. Tout simplement parce que bah oui, les gars ont tout utilisé, ils avaient plus rien à se foutre dans les tombes. Ni. D'ailleurs, c'est pas passé inaperçu par les plus grands nobles qui ont réagi au quart de tour pour se démarquer de nouveau de ces paysans qui tentent de faire comme eux. Cette bande de bouse. C'est pour ça que pour innover, les grands nobles ont fait bâtir des Kofun de formes différentes. On a le classique Zenpo Koenfun, mais on trouve aussi le Hakkakuhun ou Kofun octogonal, visiblement tracé sans règle, dont le plus célèbre servirait de tombe à l'empereur Jomei et à son épouse. On pourra cependant jamais vraiment le savoir parce qu'au Japon, une organisation de sauvegarde du patrimoine nommée le Shoryobu ou Bureau des mausolées fait en sorte qu'on ne puisse pas fouiller les tertres classés impériaux. Selon eux, ce serait parce que ces Kofun seraient des tombes privées de la famille impériale, mais d'autres vous diront « Non, mais je comprends, ce sera emmerdant qu'on découvre qu'en fait la famille impériale a des racines coréennes, pas vrai ?» Et ils vous diront des trucs que si certaines personnes les entendent, on va se faire mal voir. Petit con. Bref, les Kofun sont donc une preuve de la stratification sociale de l'époque, de l'importance de la classe dominante, mais aussi un gage de l'organisation sociale. Il fallait des gens, beaucoup de gens pour ériger ces tombes. Ces gens étaient donc présents et organisés, et contrairement à ce qu'on pourrait penser à la fin de Yayoi, et comme on l'a expliqué plus tôt, ils se sont juste dispersés et d'habitats groupés, on est passé à des habitats dispersés. Donc là, on va parler de Kyushu. Les habitats dispersés avaient, selon les interprétations les plus vraisemblables, plusieurs fonctions. Tout d'abord, il était plus pratique du point de vue agricole d'avoir des habitations plus espacées les unes des autres. Ça permettait une meilleure couverture spatiale de la surface cultivable. Les gens s'étalaient et étaient prêts à s'occuper d'une plus grande parcelle de rizière. Bon, déjà, un habitat dispersé durant Kofun, ça ressemblait à quoi? L'habitat était constitué de maisons, C'est pas vrai. de rizières, mais également plus loin d'une maison en retrait par rapport au reste des habitations, plus grande et entourée de douves que l'on estime être le lieu de vie du chef. Bon, mais David, ça pouvait être que le chef, parce qu'il y a que les chefs un peu mégalos pour entrer dans une phase 2. Mon dieu, regardez-moi tous ces pauvres, ils vont me contaminer avec leur saleté, moi et mes richesses si je me donne pas. Ah, écartez-vous, vous êtes sales. Donc les gens étaient plus éloignés les uns des autres, mais tout de même assez en contact, avec plein de parcelles cultivées à proximité et vraiment plus en retrait, la maison supposée du chef. À vrai dire, on a longtemps pas su dire comment les gens vivaient après la diaspora du Yayoi récent, parce que le temps ayant fait son office et les habitations de l'époque ayant été construites en bois, les habitations avaient fini par disparaître sans plus laisser aucune trace ou presque. C'est alors qu'interviennent Les fouilles et analyses géologiques pour déterminer si les trous ont été creusés ou pas. mais c'est que tu fais attention à ce que je raconte, c'est bien. On a pu retrouver la trace des habitations qui avaient disparu grâce aux recherches géologiques et aux analyses du sol que j'ai détaillées dans ma deuxième vidéo sur Jomon. On a pu retrouver les fondations des maisons et donc savoir que les maisons étaient bien là, espacées, mais présentes. On réussit à appréhender la place du chef sans en comprendre tous les tenants et les aboutissants sur la base de la place de la maison du chef et de l'importance du commerce. Comme expliqué précédemment, les excédents de production étaient échangés entre villages et le point central du commerce, c'est dans le Kinai, plus précisément dans le Yamato, qui est le lieu de vie de la famille Yamato. La famille Yamato, c'est la famille la plus importante de l'archipel occupé de l'époque. Et je vous l'ai déjà expliqué, certains villages ont tellement gagné d'importance qu'ils sont devenus des petits royaumes, et à terme, c'est le royaume du Yamato qui a su dominer les autres royaumes, comme celui d'Izumo, entre autres, et est devenu l'actuelle famille impériale. On peut considérer ça comme la suite logique du développement des chefferies dans les villages. Bref, dans les déchetteries
déchetterie du Yamato, on a retrouvé des tas de plaquettes en bois gravé que l'on appelle des mokkan. Ces plaquettes étaient utilisées en administration pour faire des inventaires entre autres, et il s'avère que dans les déchetteries sous le château, on en a retrouvé des tas, des mokkan à plus savoir quoi en foutre. Et comme c'était à usage unique, quand on en avait plus besoin, on les jetait. Ce qui fait qu'une fois qu'on les a retrouvés, on avait, disons, quelques preuves et traces de l'administration et du commerce de l'époque. Mais pourquoi tu nous parles de ça? On le sait déjà qu'il y avait du commerce, ça sert à rien. Parce que j'avais besoin d'une transition. Je continue donc. Mais les gens, en parlant de traces écrites, vous devinerez jamais ce qu'on a retrouvé aussi. Des sutras. Non, c'est valide, il a raison, c'est important. Merci Clive. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Voyez-vous, un sutra, c'est une courte prière écrite dans le bouddhisme. Maintenant, ce que vous devez savoir, c'est que le bouddhisme, on l'attribue à l'ère suivante, l'ère Asuka. Mais on a des traces de sutras au Japon durant Kofun, et même plus que ça, on a également retrouvé des statues bouddhiques importées du continent. Ça veut tout simplement dire que même si on attribue le développement du bouddhisme à l'ère Asuka, les objets bouddhiques ont bel et bien introduit le bouddhisme, même à moindre échelle, au Japon durant l'ère Kofun. Ça rejoint ce qui a été dit au début de la vidéo. L'ère Kofun a beau s'appeler l'ère Kofun, ça ne signifie pas forcément la naissance du mouvement, car les Kofun sont nés durant Yayoi. On parle plus d'ère qui correspond à la démocratisation du mouvement. Ici, les sutras et les statues bouddhiques ont été introduites durant l'ère Kofun, mais sont représentatives de l'ère suivante, la précédemment nommée ère Asuka, l'ère qui verra l'introduction du bouddhisme à la cour impériale, mais également la naissance des mythes japonais écrits, avec le Kojiki et le Nihon Shoki. Mais ça, on en parlera la prochaine fois. Bon les gars, vous m'avez bien aidé en effet. Évidemment. On pourrait même faire ton travail à ta place. Ouais, si tu le dis. Bon, le prochain coup, on bossera à 5 avec Pinky et Raspberry, donc pas de bagarre. Je sais qu'on a commencé du mauvais pied, mais je veux pas que vous vous entretuiez, d'accord? Tant qu'elles savent se montrer un minimum classe et cultivé, je devrais pouvoir accepter leur présence. Clive! D'ailleurs, dis-moi, Taiga, c'est à toi cette peluche d'Hatsune Miku. Qu'est-ce que putain, rends-moi ça, espèce de petit con, je vais te tuer!